Fête de fin d'année à Diawala, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Les populations dans la joie. Nous y reviendrons. L'Association des géographes de Côte d'Ivoire annonce la 12e édition des Journées géographiques. Des détails dans cette édition. Et puis le retour 2019 de ce journal fera la part belle au secteur des finances en Côte d'Ivoire. Mais nous parlerons également de l'accès à l'eau potable qu'ont bénéficié les populations. Vous suivez le journal sur Business 24 Africa. Mesdames et messieurs, bienvenue. À l'entame de cette édition, rendons-nous à Diawala, dans le nord de la Côte d'Ivoire, pour parler des festivités de fin d'année. Les populations de cette commune ont fêté dans la joie et l'allégresse pour accueillir l'an 2020. Le reportage est signé Ouattara Daouda dans un commentaire de Zeynab Dosso. Comme dans plusieurs grandes localités du monde, les populations de Diawala se sont donné rendez-vous dans la cour de la mairie. Présence de toutes les couches sociales des villages de la sous-préfecture de Diawala. La célébration du Nouvel An à Diawala était spéciale selon les populations venues de Nafongolo, Kassiongonkura pour prendre part à l'entrée en 2020. Le premier magistrat de la commune de Diawala, Mamadou Ouattara, s'est adressé à la population. Il les a appelés à l'union, à la solidarité, à la cohésion sociale et à la paix. Cette année, les feux d'artifice ont particulièrement illuminé le ciel de Diawala. Quand les balafoninistes distillaient de belles sonorités traditionnelles. Le réveillon à Diawala s'est passé de façon éclatée. Outre la cour de la mairie, le centre de lecture et d'animation culturelle CELAC a également accueilli les festivités. Ici, des scènes humoristiques et danses ont meublé les programmes. En somme, Diawala, ville située au nord de la Côte d'Ivoire, département de Ouangolodougou, région du Tchologo, a passé le nouvel an dans la faveur. Restons à Diawala où, à la veille du réveillon 2019, le conseil municipal tenait sa dernière réunion en présence des autorités et plusieurs leaders communautaires. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour, notamment l'examen et l'adoption du budget primitif de 2020. Le reportage est encore signé Ouattara Daouda, cette fois commenté par Betty Kwaku. Pour ce dernier conseil municipal, personne à Diawala n'a voulu se faire compter les résolutions. Conseillers municipaux, autorités administratives et traditionnelles, leaders communautaires, tous ont pris part à la rencontre. 6 points étaient inscrits à l'ordre du jour. Ils ont été examinés et adoptés dans leur ensemble, entre autres de l'examen et adoption des états d'exécution du 3e trimestre 2019, de l'examen et adoption des taxes de la commune et de l'examen et adoption du budget primitif. Le budget primitif de l'exercice 2020 de la commune de Diawala s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 211 263 000 francs contre 182 500 000 francs CFA au budget de l'année 2019, soit une augmentation de 13,85%. Les projets retenus par la commune de Diawala pour l'exercice 2020 sont entre autres la construction de la clôture de la mairie, la construction d'une école préscolaire à l'EPP 4, l'extension du réseau électrique au quartier Wairibé, le reprofilage lourd des rues de Diawala sur 15 km, la construction d'un dallo sur l'axe Diawala, Wonavogo, Kassagaa et l'achat d'un véhicule de liaison. Le premier magistrat de la commune de Diawala, Mamadou Ouattara, s'est félicité des projets retenus pour sa commune, sans toutefois oublier de dire un grand merci au ministre Téné Ibrahima Ouattara, par ailleurs président du conseil du Tchologo, qui a une écoute attentive aux maires des différentes communes du Tchologo. Au chef du village, à toutes les populations, merci, comme je l'ai dit, pour votre participation. Merci pour votre soutien, merci pour votre rapport constructif. Au sortir de ce dernier conseil, conseillers et populations sont heureux des réalisations déjà effectuées, notamment la réalisation de 11 forages dans la commune de Diawala, les villages de la sous-préfecture et aussi l'ouverture et rouverture des routes. La nouvelle équipe municipale à pied d'œuvre, déjà, elle a commencé à marquer de son empreinte indélébile le développement de Diawala.
Donc je suis très heureux. Le sous-préfet de Diawala, Nguessan Kwaku, a salué les actions de la municipalité. Il a clôturé le conseil par des conseils de sécurité, notamment le port de casque, le signalement de tout mouvement suspect troublant l'ordre public afin d'empêcher la pénétration de djihadistes, vu que Diawala fait frontière avec le Mali et le Burkina Faso. Du 17 au 20 février 2020, il se tiendra à Grand-Bassam la 12e édition des Journées géographiques. Ce sont des assises initiées par l'AGECI, entendez l'Association des géographes de Côte d'Ivoire. Elles ont pour objectif d'informer et impliquer les organisations internationales et les pouvoirs publics africains sur les questions des changements climatiques. Le reportage de Mondésir Nascimento Odifini et Marie Chéry. C'est à Grand-Bassam, ville balnéaire située à une vingtaine de kilomètres d'Abidjan, que se tiendra du 17 au 20 février 2020 la 12e édition des Journées géographiques de Côte d'Ivoire. Lancée pour la première fois il y a 40 ans par l'AGECI, Association des géographes de Côte d'Ivoire, ces journées se veulent un cadre d'échange afin de proposer des solutions adaptables aux méfaits des changements climatiques, particulièrement en Côte d'Ivoire. Nous réunissons ici l'ensemble des partenaires qui vont nous permettre de réaliser ces 12e journées géographiques qui touchent un thème assez précis qui est le changement climatique. Nul n'ignore aujourd'hui les effets du changement climatique. Eh bien, les géographes, à leur habitude, se penchent sur une thématique qui concerne le développement de la Côte d'Ivoire. Et au sortir donc très probablement de ces journées géographiques en février, vous aurez un certain nombre d'éléments pour nous permettre de mieux appréhender ces changements climatiques au niveau de la Côte d'Ivoire. Au cours de la cérémonie de lancement, la présidente du comité d'organisation, Pauline Dibi, a annoncé les innovations majeures des journées géographiques de 2020. Il s'agit entre autres de la contribution du GMS, Global Monitor for Environment and Security, dans la lutte contre le réchauffement climatique et surtout la mise en place d'un cadre de concertation et de solidarité dénommé Sentinelle+, qui permettra l'observation et la surveillance du climat en Afrique. Les journées géographiques auront lieu du 17 au 20 février 2020 à Grand-Bassam. Et la particularité, c'est que cette année, pour les journées géographiques, nous avons l'association de deux grandes structures des Nations Unies qu'on appelle UNECA. Et puis le GMS Africa qui s'associe avec nous, eux, ils font un peu la surveillance spatiale, l'observation spatiale au niveau de l'Afrique, qui vont nous accompagner. Puis à la fin de ces journées, nous allons de façon exceptionnelle mettre sur pied une association qu'on appelle Sentinelle+, qui sera en mesure de pouvoir réagir dès qu'on a des catastrophes. Les journées géographiques JGCI, il faut le rappeler, s'organisent de façon tournante en Côte d'Ivoire. Après Abidjan, Bondoukou, Odiné, Mambouaké, Daloa, Yamsokro et San Pedro, c'est au tour de Grand-Bassam d'accueillir cette plateforme des géographes qui met en priorité la sauvegarde de la planète Terre. 500 participants et experts en provenance d'une dizaine de pays, notamment le Bénin, le Togo, le Cameroun, les Comores, l'Éthiopie, les États-Unis, la France, y sont attendus. Nous nous intéressons au secteur bancaire et hydraulique en Côte d'Ivoire en ce qui concerne le retro 2019 de cette édition. Et pour parler de banque, l'an dernier, la Caisse nationale des caisses d'épargne se donnait un nouveau visage. La CNCE a désormais décidé de porter le nom de la Banque populaire de Côte d'Ivoire. Cette nouvelle dénomination s'inscrit dans la nouvelle vision de l'équipe dirigeante. Il s'agissait par ailleurs d'afficher les grandes ambitions de l'établissement bancaire afin de se redonner une santé plus clair dans le dynamique et exigeant secteur de la banque en Côte d'Ivoire. Le reportage était de Emmanuel Bonzo et Ismaël Doza. Après les soubresauts connus quelques années auparavant, la Caisse nationale des caisses d'épargne, CNCE, entre dans une nouvelle ère. Elle change de nom pour devenir la Banque populaire de Côte d'Ivoire, BPCI. Une nouvelle dénomination dévoilée lors d'une conférence de presse prononcée par son directeur général Fatiga Issa à la maison de l'entreprise au Plateau. Un changement pour inscrire dans les esprits la dynamique nouvelle adossée sur de profondes mutations pour marquer la rupture avec le passé douloureux de la banque. En effet, après avoir lancé un appel à candidature en 2018 qui a permis de recruter des compétences sur le marché et de renforcer ainsi l'équipe dirigeante, nous avons tenu à accélérer la mise en œuvre du plan de restructuration. Au niveau de l'organisation, il s'est agi de la réorganisation de l'organigramme général de la banque afin de tenir compte des exigences réglementaires et de celles du marché.
Il s'agit aussi de la revue de l'ensemble des procédures de la banque. En ce qui concerne les aspects financiers, il s'agit des efforts en matière de réduction des charges. Toujours sur les aspects financiers, il s'agit du renforcement des fonds propres grâce d'une part à l'injection de 53 milliards de francs CFA par l'État de Côte d'Ivoire et d'autre part par la cession d'immobilisation hors exploitation. À travers cette mutation, il s'agit pour les responsables de la nouvelle banque de regagner la confiance des acteurs et usagers des services bancaires. Ainsi, dans les échanges avec la presse, Fatiga Issa a relevé les avantages qu'offre son établissement en faveur des PME et clients particuliers. Nous avons une nouvelle stratégie qui est axée sur les classes moyennes, les classes populaires pour ce qui est de la clientèle des particuliers, qui est axée aussi sur les PME auxquelles nous accordons aujourd'hui des financements. Nous avons une stratégie, une vision stratégique qui nous permet de développer des canaux alternatifs. On a parlé pendant la conférence de presse de cartes mobiles. Nous sommes la seule banque aujourd'hui sur le marché en Côte d'Ivoire à détenir des cartes mobiles qui sont des agences sur capitaux que nous utilisons justement pour aider les populations qui sont dans des zones non bancarisées et qui sont dans des zones où aucune institution financière n'est présente. Née de la défunte CNCE, la Banque populaire de Côte d'Ivoire revendique environ 302 000 clients actifs dans son portefeuille et dispose d'un vaste réseau de 73 agences sur l'ensemble du territoire national. Elle compte miser sur le digital dans les offres de services et annonce déjà faire un bilan net positif pour un total dépôt de 110 milliards de francs CFA en cette fin d'année 2019. L'accompagnement clé du financement des PME, c'était le thème qui a dominé les échanges à l'occasion de la 4e édition de la finance s'engage. Il s'agissait d'un forum économique qui a réuni les acteurs de la finance et des PME pour ensemble définir les voies et moyens pour un accompagnement plus accru du secteur privé national. Nos reporters Emmanuel Bonzo et Marie Seri nous en parlaient dans cet élément. Depuis 4 ans, ce forum économique est aux côtés des PME. Pour cette édition, les acteurs du paysage bancaire ivoirien font de l'accompagnement une priorité. Élément clé pour permettre aux petites et moyennes entreprises de bénéficier des outils essentiels pour le développement de leurs activités. Cette année, de véritables programmes et actions destinés au renforcement des capacités des PME ont été intensifiés. On a essayé cette année d'insister sur le thème l'accompagnement comme clé du financement des PME. Parce qu'on se rend compte que fondamentalement, sans cet accompagnement-là, même quand les banques et établissements financiers veulent prêter, même quand les fonds veulent prêter, ils ne trouvent pas des projets qui répondent en fait aux critères. Il s'agit donc de mettre à la portée des PME des informations nécessaires pour leur permettre un meilleur accès aux sources de financement. Sur ce point, l'ex-banquier et aujourd'hui entrepreneur Charles Kié croit fermement que d'autres sources de financement en dehors des sources classiques constitue une clé pour la croissance véritable des PME. Une chose est importante. Avoir l'information nécessaire sur les différents acteurs du secteur financier. Savoir qu'il peut exister, même en Côte d'Ivoire, ce qu'on appelle des business angels. Des personnes qui peuvent vous accompagner au moment où vous créez votre entreprise. S'adresser à des fonds de capital risque, parce que ça existe. Adresser à ce qu'on appelle des venture capital, parce que ça existe, même en Côte d'Ivoire. C'est à ce prix que les PME peuvent développer leurs activités. Toutefois, les banques, par le biais de la finance s'engage, continuent de demeurer aux côtés des entreprises. Grâce à cette initiative, l'enveloppe injectée dans les PME a pris du volume de juin 2018 à juin 2019. Aujourd'hui, en fait, donc, le montant sorti par le chef de la Banque centrale est de 1 566 milliards de financement en direction des PME. Donc, il y a un chemin qui est fait. Pour cette 4e édition de la finance s'engage, le cercle des financiers aux côtés des PME s'est élargi. L'institution de finance internationale SFI a rejoint les rangs des acteurs financiers au chevet des PME en Côte d'Ivoire. Un acteur de poids en qui le gouvernement ivoirien espère un appui de taille en faveur des entreprises. Un espoir partagé par les opérateurs économiques. Félicitations et nos remerciements à la SFI pour l'engagement qu'elle prend d'accompagner et d'être partenaire de la finance s'engage. Nous croyons que votre présence
dans ce groupe pourra permettre donc de faire avancer véritablement le financement des PME. Pour l'édition 2019 de La Finance s'engage, les acteurs financiers comptent faire de l'accompagnement une clé pour aider les PME à entrer dans une nouvelle ère de croissance de leurs affaires. Le gouvernement ivoirien a initié en 2019 plusieurs actions sociales en faveur des populations vivant en Côte d'Ivoire. Au nombre de celles-ci, l'accès à l'eau potable. En effet, l'an dernier, plusieurs localités du pays ont accueilli un vaste programme de réparation, de réhabilitation et de maintenance de 21 000 pompes villageoises. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et le ministre en charge de l'hydraulique Laurent Tchagba étaient à Etoubeti, un village dans le département d'Aboisseau, pour procéder au lancement officiel de cette opération. Revenons-en au fait dans ce reportage de Hervé Atta qui était commenté par Jean-Charles Sibaï. La bonne nouvelle vient du village d'Etoubeti, à 15 km d'Aboisseau. Ici, la promesse du chef de l'État Alassane Ouattara d'améliorer les conditions de vie des populations est en train de prendre forme. Ces coups de pédale du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly lancent officiellement le vaste programme de réhabilitation de 21 000 pompes à motricité humaine sur toute l'étendue du territoire national. À ce jour, la fourniture d'eau potable en zone rurale est assurée par les pompes villageoises estimées à 23 000, avec une moyenne d'âge de 30 ans. 40% de ces infrastructures, soit 8 500, sont en panne. Cette opération de réhabilitation de 21 000 pompes à motricité humaine va durer 3 ans et coûtera 15 milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire. Elle va bénéficier à 11 millions de personnes vivant essentiellement en zone rurale et créer 500 emplois permanents et occasionnels. Le programme social du gouvernement, volet hydraulique, c'est de pouvoir donner de l'eau potable aux populations en milieu rural. Vous savez qu'en milieu rural, le gouvernement a choisi de l'eau potable à partir des pompes à motricité humaine. Mais depuis que nous avons traversé les crises successives dans notre pays, ces infrastructures-là ont souffert et sont restées en panne pour beaucoup. On parle notre diagnostic nous permet de dire qu'il y a eu 40% de panne. Donc devant une telle situation, les populations sont obligées de retourner à la rivière ou bien dans des puits dont l'eau n'est pas potable. Donc le gouvernement, face à cette situation, a décidé, n'est-ce pas, de remettre ce pompes en état de fonctionnement pour que les populations, au lieu d'aller dans les rivières ou dans les puits où ils vont contracter des maladies hydriques, de faire mettre à leur disposition des pompes renouvelées avec de l'eau potable. Comme l'ensemble des autorités présentes à cette cérémonie de lancement, Laurent Tchagba, ministre en charge de l'hydraulique, s'est lui aussi félicité de la fin du calvaire des populations en ce qui concerne la fourniture d'eau potable en zone rurale. Il est bon de noter que le lancement de cette opération de réhabilitation de 21 000 pompes à motricité humaine a eu lieu simultanément dans une vingtaine de localités où au moins un ministre était représenté. Après le lancement de cette opération, nombreuses sont les localités qui ont bénéficié de l'accès à l'eau potable. La dernière en date est le village de Moronou, dans le département de Toumoudi. La localité a été récemment dotée d'un château d'eau fonctionnel après plusieurs années d'arrêt de travaux. L'eau potable y est donc disponible avec un système d'hydraulique urbaine. Suivez. Une réjouissance occasionnée par l'inauguration du château d'eau de Moronou. Le ministre Laurent Tchagba a tenu sa promesse quant à la poursuite et la finition des travaux de cette infrastructure. Les travaux du château d'eau de Moronou ont été financés à hauteur de 228 140 608 francs CFA. L'infrastructure favorisera le captage, le traitement, le stockage et la distribution en eau potable. En ce qui concerne notre cérémonie, cadre de notre rencontre de ce matin, il s'agit de l'inauguration d'un système complet d'adduction d'eau qui
est composé de la réalisation d'un forage d'exploitation, de la réalisation d'un château d'eau de 50 mètres cubes surrelevé sur une tour de 15 mètres de hauteur, des travaux d'environ 5 km de canalisation dans le village, tout cela pour un coût global de 230 millions de francs CFA. Avant la finition des travaux de ce château, seulement 3 pompes à motricité humaine étaient fonctionnelles pour une population de 5252 habitants. Aujourd'hui, la nouvelle infrastructure est un soulagement pour la population de Moronou. Monsieur le ministre de l'Hydraulique, de l'heureux aboutissement de ce projet, je voudrais vous dire merci. Merci pour ce beau cadeau de fin d'année que vous venez nous remettre, que le président de la République vous charge de venir nous remettre. Ça fait au moins des centaines d'années à Moronou ici, on n'a pas l'eau. Elles vont au marigot à tout moment avec des langues tapettes. Même des fois elles croisent des génies même qui ne sont pas, voilà, des génies. Aujourd'hui, à cause de Kona Simplice, on a eu l'eau à Moronou. Leur grande joie, ça va au l'honneur de M. Kona Simplice. Je suis enjaillée, très enjaillée. Parce que mes parents ont tous souffert de l'eau. Il y a d'autres qui n'ont pas vu dedans. Mais nous qu'on a vu, on s'est tué, on s'est tué. La réhabilitation du château d'eau de Moronou s'inscrit dans la volonté du gouvernement ivoirien d'apporter de l'eau potable à toutes les populations sur l'ensemble du territoire national. Dans ce contexte, le ministre Laurent Tchagba a annoncé la réalisation de 200 systèmes d'hydraulique urbaine partout en Côte d'Ivoire. C'est suite à ce reportage de Charles Kouakou que nous mettons un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Business 24 Africa.